Port-Vendre est aujourd'hui le deuxième port fruitier français de Méditerranée. Il reçoit principalement des bananes de Côte d'Ivoire, actuellement le premier producteur d'Afrique. En 2017, la consommation de bananes en France représentait 585 000 tonnes, soit environ 9 kg par an par habitant. Chaque semaine, un cargo fruitier arrive à Port-Vendre pour débarquer des bananes. Les capitaines ne se doutent pas alors que le premier navire spécialement aménagé en 1934 pour le transport des bananes se trouve immergé au large de Port-Vendre. C'est à la fin du XIXe siècle que commencent les premières importations de bananes en Europe en provenance des îles Canaries. Elles sont de petite taille, assez fragiles et considérées comme un produit de luxe. Les premières cargaisons importantes sont débarquées dès 1908 par des armements norvégiens. Les Anglais alimentent aussi l'Europe avec des bananes de la Jamaïque qui concurrencent ainsi les petites bananes des Canaries vendues au prix fort. En France, la demande devient de plus en plus forte. 5 000 régimes en 1897, 300 000 régimes en 1907 et plus de 2 700 000 régimes en 1928. Pendant la Première Guerre mondiale, les Antilles françaises se lancent dans la monoculture de la canne à sucre afin de ravitailler en sucre la métropole dont les champs de betteraves sont ravagés et les sucreries détruites. Après la guerre, la betterave est à nouveau cultivée dans le nord de la France et les Antilles changent d'orientation et se tournent vers le cacao et la banane. La célèbre Compagnie Générale Transatlantique crée alors une filiale bananière pour la ligne des Antilles, la Compagnie Générale d'Armement Maritime. Face au marché croissant de la banane, les colonies d'Afrique, et la Guinée en particulier, intensifient leur culture. En 1930, les exportations de bananes guinéennes sont 3 fois plus importantes que la Guadeloupe et Martinique réunies. Au début, ce sont les compagnies régulières des lignes africaines, les compagnies Freycinet, Fabre ou les chargeurs réunis, qui aménagent des compartiments spéciaux dans leurs paquebots rapides pour transporter ces fruits fragiles. En France, les campagnes publicitaires qui clament les mérites de la banane pour la santé suscitent une forte augmentation de la consommation. Ces compagnies maritimes donc opéraient entre l'Afrique et le continent, donc plusieurs bateaux au cale réfrigéré, aussi appelés navires frigorifiques ou reefers en anglais. Donc les premiers navires reefers sont apparus au début du XXe siècle et ont permis l'explosion des échanges mondiaux dans nos bananes. La banane est un fruit qui est très vulnérable et qui supporte mal le transport. Les bananes sont ramassées vertes et 3 conditions donc, au minimum sont nécessaires pour conserver un fruit de qualité. Premièrement, donc, un emballage soigné, le plus souvent en caisse ou en carton, donc sur palette. Le point le plus essentiel, ça sera également un maintien de la température à 13,5 degrés tout au long de la chaîne logistique. Et enfin, donc, une livraison rapide au lieu de consommation. Les bananes doivent être, donc, une fois qu'elles sont déchargées dans la métropole, donc acheminées jusqu'à des chambres de mûrissage, des mûrisseries, comme on appelle, où la banane va être portée à maturation de manière artificielle, de manière à ce que le fruit puisse être par la suite mis à consommation dans une qualité optimum. Fruits jaunes, on ne va pas manger des bananes vertes, donc là il fallait effectivement des bananes jaunes. Donc ça c'est un autre point essentiel. La flotte bananière française s'est développée très activement dans les années 30, pour atteindre, je crois que c'était 26 unités, il me semble, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, avec l'essor de la containerisation, ces navires ont également été capables de pouvoir emporter des containers empontés. Donc, il faut voir qu'à l'heure actuelle, la majorité du transport des bananes se réalise en containers frigorifiques. L'apogée des navires bananiers a été atteint dans les années 90. Depuis cette date, on a très peu d'unités nouvelles qui ont été construites.
Et malheureusement, donc, les porte-containers, donc avec la containerisation croissante, prennent de plus en plus d'importance dans le transport de la banane, donc au niveau mondial. Et il est certain que d'ici quelques années, les navires bananiers tels que nous les connaissons risquent malheureusement de faire partie du passé. L'Alice Robert fait partie de ces premiers navires dits bananiers. Il est commandé en septembre 1933 pour la nouvelle compagnie franco-coloniale de navigation créée à Nantes par Louis Martin. La construction de l'Alice Robert commence en janvier 1934 au chantier naval de Nakskov, au Danemark. C'est un navire de 88 mètres de long et 15 mètres de large pour un tirant d'eau de 5 mètres. Il jauge 2588 tonneaux et son chargement maximal est de 3500 tonnes. Le lancement et baptême du navire a lieu le 8 mai 1934 en présence de Else Martin, marraine du navire et fille de l'armateur Louis Martin. L'édification des superstructures continue à quai. L'intérieur du bateau offre 4 cabines confortables pour 8 passagers. La construction du navire dure 6 mois. L'Alice Robert quitte le chantier naval le 20 août 1934 et rejoint Nantes, son port d'attache, où il retrouve son aîné, le Félix Henry, construit un an auparavant. Il va assurer alors régulièrement la liaison entre Conakry, Bordeaux et Nantes. Le voyage dure une dizaine de jours. Une rotation complète dure 25 jours. Entre 1934 et 1939, il effectue 12 à 14 rotations par an. Le chargement et déchargement des bananes sont toujours des opérations très délicates. Après la défaite et la signature de l'armistice du 22 juin 1940, l'Alice Robert passe sous le contrôle du gouvernement de Vichy et rejoint Marseille, son nouveau port d'attache. Son activité est alors réduite et le cantonne à naviguer entre Conakry, Dakar, Casablanca et Oran. Il est toujours escorté par des bateaux militaires pendant ses trajets. La pseudo-neutralité voulue par le gouvernement de Pétain amène les navires à peindre sur leurs coques de grands pavillons français comme marque de neutralité. Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone sud de la France
et vient occuper tous les ports méditerranéens, provoquant le sabordage de la flotte française de Toulon. Ein französischer Offizier erklärt die Lage der Hafeneinfahrt. Marsch durch Perpignan. Im Hafen von Port Vendre. Über die Küstenstraße führt der Weg zur spanischen Grenze. Herzliche Begrüßung mit den spanischen Grenzposten. Les Allemands veulent réquisitionner les bateaux français. Les accords Laval-Kaufmann prévoient alors de fournir à l'Axe 158 navires de commerce afin de renforcer les flottes allemandes et italiennes. Ce qui flottait à cette époque-là était réquisitionné. Alors réquisitionné de plusieurs manières. Il y avait des bateaux qui étaient simplement transformés en cargo pour transporter des denrées, des marchandises uniquement pour les forces de l'Axe, italiennes ou allemandes. Et il y avait des bateaux qui étaient absolument transformés en bateaux de guerre, en unités de genre patrouilleurs, de toutes les tailles. Et alors là, équipage et commandement allemand. Je citerai pour les énormes bateaux la Guyane qui se trouve à Toulon, ou alors l'Alice Robert. Et parfois même, ça allait jusqu'à de tout petits bateaux, des péniches fluviales qu'on retrouve en mer, parce que les Allemands avaient besoin d'unités qui transportaient les armes, qui transportaient les munitions, ou alors des yachts, des voiliers, tout ce qui flottait. Alors, en général, c'était réquisitionné. Très souvent, c'était même le propriétaire recevait une compensation financière. Réquisitionné, transformé, et sous l'eau, j'ai vu quelques épaves avec les canons encore pointés vers la surface. J'ai vu les grenades anti-sous-marins qui étaient à l'arrière du bateau, qui étaient prêtes à être utilisées. Et ça ne leur a pas servi beaucoup, puisque c'est sous la forme d'épaves que maintenant nous explorons ces bateaux. L'Alice Robert est saisie en décembre 1942 et transformée en escorteur rapide début 1943. Les travaux d'armement dans le port de Marseille et de la Seine-sur-Mer durent environ 3 mois. Il est alors baptisé Schnell-Geleitboot SG-11 et rejoint en juin 1943 la 3e Geleitflottille basée à La Spezia entre Gênes et Livourne. Il participe alors à la protection des convois de l'Axe dans le golfe de Gênes. Donc j'ai récupéré cet album de l'Alice Robert par le biais d'un ami, donc qui permet de suivre un peu le trajet qu'a effectué un marin, donc qui est ce marin-là, qu'on voit ici donc à l'âge de 18 ans, et les différentes affectations qu'il a pu avoir sur différents navires. Donc là on voit par exemple une vue en 1941 alors qu'il était en Hollande. Donc on va avoir plusieurs vues, là c'est pour la plupart du temps des paysages. Et au fil de l'album, on va découvrir de nouvelles vues. Par exemple, ici en 1942, on va le retrouver à Trouville et au Havre. Et un peu plus tard, on va le retrouver en 1943, en Méditerranée, dans le port de Gênes, avec 2 photos qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont celles de l'Alice Robert, le SG-11, que l'on voit ici, sur ces 2 photos, et les petites sœurs de l'Alice Robert, le SG-12 et le SG-13, toujours dans le port de Gênes.
On va suivre donc toujours ce marin avec d'autres photos d'autres navires. On a par exemple ici, toujours dans le port de Gênes, le Champagne, ou un navire qui est bien connu, le Normandie. On retrouve une photo de ce marin un peu plus vieux, en 1943-1944. Il est alors âgé de 20 ans. Et enfin, quelque chose qui nous intéresse un peu plus, c'est donc plusieurs photos qui ont été prises sur l'Alice Robert, le SG-11. Donc on voit ici une photo de ce marin sur le pont de l'Alice Robert, et tout autour des photos qui ont été prises lors d'essais de tir de grenades sous-marines, anti-sous-marins à bord de l'Alice Robert. Qui montre un peu la vie de ce marin, donc qui est passé par la Hollande, la Méditerranée, le Havre, et qui va finir en captivité en Belgique. En septembre 1943, la progression des Alliés dans le sud de l'Italie entraîne l'évacuation des troupes allemandes de la Sardaigne et de la Corse. Le 3 octobre, le SG-11 participe devant Bastia au départ en urgence des troupes de la Wehrmacht et aura même à son bord le chef d'état-major Henning von Cosel. En février 1944, l'Alice Robert SG-11 quitte le golfe de Gênes pour rejoindre le secteur de Sète et Port-Vendre afin de faire la chasse aux sous-marins anglais et d'assurer la sécurité des cargos chargés de minerais en provenance d'Espagne. Il vient ainsi renforcer le dispositif allemand sur le littoral du Languedoc-Roussillon, qui est déjà remarquable par la construction de défenses tout le long de la côte. Lorsque les Allemands arrivent dans le département des Pyrénées-Orientales en novembre 1942, ils vont commencer à s'implanter dans le département et fortifier nos côtes. Ces fortifications vont prendre plusieurs aspects. On va avoir par exemple sur le littoral, la côte sablonneuse, on va avoir des petits ouvrages qui vont être sur la plage pour protéger la plage d'un possible débarquement. Et ici par exemple à Port-Vendre, on va avoir plusieurs batteries qui vont être implantées tout autour du site de Port-Vendre. Par exemple ici nous sommes sur le Cap Gros. Donc on a ici le plan allemand qui représente les ouvrages qui ont été construits au Cap Gros. Donc on est ici par exemple sur cette casemate qui accueille un canon de 12,7 cm. Il y a une autre casemate de ce type un peu plus loin et d'autres ouvrages qui permettent d'assurer la défense du port mais aussi la défense des côtes sablonneuses. La portée effective de ces canons était de plusieurs kilomètres et donc permettait de viser un navire ennemi ou un sous-marin ennemi à très longue distance. Ces ouvrages vont être utilisés une seule fois pour assurer la défense du site de Port-Vendre. Cela va se situer donc entre le 20 et le 21 juillet 1944. Alors que le sous-marin Curie, donc un sous-marin allié, se positionne face à Port-Vendre, celui-ci va mettre quelques coups de canon face à la batterie du Cap Gros, 14 coups de canon, dont 3 vont toucher au but et endommager les travaux qui sont en train de se dérouler, notamment sur la construction de ces casemates en remplacement des encuvements. Le 2 juin 1944 au matin, par un temps nuageux, le SG-11 quitte le quai et passe la barrière de filet anti-sous-marin de Port-Vendre. Il est accompagné par le SG-21 pour faire la chasse aux sous-marins anglais qui font des ravages dans le secteur. L'Astrée et le Saumur viennent d'être torpillés le mois précédent. Le sous-marin britannique Ultor est à l'affût au large du Cap Béar en quête de nouvelles victimes. Il envoie 3 torpilles. Immédiatement, le second escorteur allemand envoie des grenades sous-marines contre le sous-marin. Une torpille frappe l'arrière du SG-11, le coupant en deux. Le naufrage provoque près d'une quinzaine de morts et plusieurs disparus sur un équipage de 202 marins. Le caporal William Cook, rescapé du torpillage, raconte. Le 1er juin,
nous avons reçu l'ordre de chasser les sous-marins dans la région de Port-Vendre. Le matin du 2 juin, il y a eu une alerte sous-marin. Alors que nous étions en navigation, nous avons aperçu 4 trajets de bulles provenant des torpilles qui venaient vers nous. Nous avons eu de la chance. Seulement une torpille touchait notre bateau au pont arrière. En 5 à 8 minutes, notre SG-11 coulait. J'étais avec mes camarades, accrochés à un canot pneumatique. Un bateau sombrant fait d'énormes remous, et nous étions incapables de nous éloigner du navire par notre propre force. En quelques secondes, ou peut-être quelques minutes après que le bateau ait sombré, la mer était bouillonnante, et nous nous sommes cramponnés au canot pour ne pas être tirés vers le centre du remous. Imaginez l'aspect de la mer à cet instant. Des morts, des blessés, des restes, et tout ça dans une masse huileuse. Trois mois après le torpillage de l'Alice Robert, le sous-marin Ultor quitte sa base en Sardaigne et rentre au port de Bliss en Angleterre avec les honneurs. Le pavillon Jolly Roger présente les marques des bateaux coulés, dont celle de l'Alice Robert. Returning to her home port after her daring exploits in the Mediterranean, His Majesty's submarine Altor receives a great welcome. As their eventful voyage comes to an end, the crew have every right to feel proud, for the deeds of the Altor have been officially described as unsurpassed in the annals of the Mediterranean submarine flotillas. The insignia crowded Jolly Roger tells of 44,000 tons of enemy shipping destroyed. Each symbol means a kill. The commander, Lieutenant Hunt, has been awarded the DSO in addition to the double DFC. 28 ships sunk during 16 patrols is the Altor's splendid record. La première plongée est réalisée au début des années 50 par les nageurs de combat du 11e choc de Collioure. Le colonel Désiré Cottebrune sera le deuxième plongeur à explorer l'épave. Il décrit alors le pont tapissé de langoustes qui seront ramassés ce jour-là par les militaires et feront le bonheur du mess des officiers. À la même époque, Frédéric Dumas est envoyé à Port-Vendre par le commandant Cousteau pour vérifier le contenu des cales des épaves locales. Cousteau explique dans son célèbre ouvrage Le monde du silence. Frédéric Dumas part avec ses appareils respiratoires, scaphandre autonome. Arrivé à Port-Vendre, il fait le tour des cafés, interroge marins, pêcheurs, fonctionnaires et tenanciers de bars. Tous semblent d'accord sur le sort des navires. Le sous-marin torpilla les cargos de Wolfram l'un après l'autre, comme il se présentait devant Port-Vendre. En ville, personne ne sait où est l'astrée. L'Alice Robert, un bananier tout neuf, puissamment armé par les Allemands, était léger. Ses cales vides n'ont aucun intérêt. Restent le Saumur et le Saint-Lucien. Alain Vess se souvient de ses premières plongées sur le bananier. On descendait en pleine eau. En principe, on voyait rapidement le château avant qu'il se détachait du fond, facilement, clairement. Puis on distinguait le mât avec son hunier, et en se dirigeant vers le mât pour descendre, on apercevait le gaillard d'avant avec le canon
en position dessus. Ensuite, bon, on descendait vers les ponts, hein, passer au milieu des treuils et le long des lissons. Et on continuait donc. Il me semble que la cale 2 était. La cale 1 était ouverte et la cale 2 était encore avec les panneaux dessus, si je me rappelle bien. Ensuite, bon, on continuait sur bâbord. Sur bâbord, on avait un accès à la salle de réfectoire, enfin une grande salle. On n'y rentrait pas parce qu'à l'époque, le père Bonneau ne voulait pas qu'on se pénètre dans les pas. Donc on restait à l'extérieur. Donc on se régale tous les matins à s'écarter de cette côte vermeille et à regarder ce paysage grandiose de notre côte vermeille face à Port-Vendre, où nous avons la chance d'avoir 3 épaves principales qui sont le Saumur, l'Astrée et le Saint-Lucien qui est au large de Béart. Nous plongeons donc régulièrement tous les matins, soit l'un, soit l'autre. Et le Bananier aussi, un des bateaux les plus beaux de la Méditerranée, sous l'eau, avec son mât qui remonte encore à moins 22 mètres sous la surface, un peu plus, un peu moins suivant la hauteur des eaux. Et c'est un bateau vraiment fantastique, armé de beaucoup de canons, dont il manque la partie arrière, qui est à quelques centaines de mètres plus loin, mais que nous ne plongeons pas souvent, puisque l'intérêt est la grosse partie. Voilà. Donc j'équipe ces épaves depuis environ 18 ans. Toutes les épaves de la côte, je les équipe avec des câbles de descente chaque année. Et pour la sécurité des plongeurs, des miens et de ceux de tous mes collègues, puisque nous avons quand même ici du courant. On peut avoir des visibilités mauvaises parfois, des visipiscines aussi d'autres fois, ce qui était le cas ce matin sur le Bananier. La plongée peut se faire sur les ponts à moins de 38 mètres, 39 mètres, tant qu'on ne descend pas en dessous. Et c'est magique, c'est magique. Que les eaux soient claires, limpides, et où on s'éclate parce qu'on voit l'ensemble du Bananier, ou que les eaux soient plus turbides et qu'on découvre au fur et à mesure de la progression sur le bateau tous ces vestiges et tous ces canons, etc. Et voilà. Et de temps en temps, on a des surprises. Genre une fois, on avait un balai de poisson-lune sur le Bananier qui est venu vers nous et on avait des poissons-lunes qui tournaient, qui revenaient, qui repartaient autour du mât, qui montaient, qui redescendaient sur nous et tout ça, c'était fantastique. C'est des images qu'on a du mal à oublier, n'est-ce pas ? Et ensuite revenir ici, suivre le bord de la première cale et venir chercher la première ligne de treuil. Il y a toujours plein de choses sur la ligne de treuil, des nudibranches, on a toujours quelques langoustes. Et ensuite remonter un tout petit peu parce qu'on aura l'escalier qui mènera sur ce canon. Et quand vous mettez sur l'extérieur du canon, vous aurez le canon et tout ce mât majestueux qui apparaît. Il y a toujours de la visibilité vers le haut, donc c'est vraiment très très beau.
les épaves dans les Pyrénées-Orientales, elles vont avoir deux intérêts. Le premier, ça va être de permettre la création de nouveaux habitats sur des fonds sableux. Et ces habitats, s'ils se trouvent dans des zones de profondeur qui sont à peu près cohérentes avec les zones de profondeur rocheuse qu'on peut trouver sur le littoral des Pyrénées-Orientales, ils vont permettre justement d'héberger la même faune que sur la zone rocheuse, mais dans des zones qui seront un peu déconnectées. Donc ça va créer des zones refuge pour les espèces qui seraient présentes sur la côte rocheuse et qui du coup vont trouver là en fait un habitat semblable au sein desquels elles vont pouvoir se développer et créer de nouvelles populations. Et puis dans les profondeurs plus importantes, dès qu'on va atteindre des profondeurs de 80 ou 100 mètres, là les épaves vont avoir un autre rôle, c'est qu'elles vont permettre d'héberger des espèces qui ne seraient pas présentes sinon sur le littoral, puisqu'elles ne trouvent pas, le long du littoral des Pyrénées-Orientales, l'habitat rocheux caractéristique qui permettrait de les héberger, comme c'est le cas à Marseille par exemple, les fonds rocheux se limitant en général à 60 mètres le long du littoral des PO. Alors on peut se demander pourquoi les épaves elles sont colonisées par aussi bien de la faune benthique, de la faune fixée, que par des petits poissons qui se trouvent là, alors que les blennies par exemple, qui sont présentes sur les épaves, sont des poissons qui ne nagent pas. Donc comment elles ont pu arriver sur ces épaves? Il faut en fait savoir que tous ces animaux arrivent généralement sous forme de larves, donc sous forme d'animaux microscopiques qui en fait passent une partie de leur vie au début de leur vie justement sous la forme planctonique, en fait sous la forme de larves planctoniques en plein eau. Et à un moment donné, il va falloir qu'elles recrutent, qu'elles colonisent les zones. Et donc, que ce soit une larve de corail qui va tomber au fond pour aller se fixer sur une épave ou une larve de blennie qui, elle, va nager pour aller rejoindre l'épave, c'est à peu près le même processus. Ces animaux arrivent pour la plupart sous forme larvaire et vont s'installer progressivement dans une épave à une profondeur qui normalement n'est pas forcément l'endroit où ils vont vivre habituellement. Alors on parlait des mérous, mais les mérous, justement, eux, pour coloniser, il leur faut une zone qui soit vraiment pas profonde. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'en trouve pas sur les épaves, parce que les larves de mérous ne vont être attirées que par les zones à peu près de 50 cm de profondeur, voire même des flaques. Et évidemment, quand on est sur une épave, on est loin de ce milieu-là. Donc en fait, toutes ces larves pélagiques, toutes ces larves planctoniques vont en fait se retrouver au-dessus de la zone d'épave, et puis par des signaux qu'on ne maîtrise pas encore, ça peut être des signaux acoustiques, des signaux olfactifs, l'odeur par exemple du milieu solide, du fer en fait, ou de tout un tas de phénomènes qui peuvent les attirer. Elles vont descendre vers le fond et aller se fixer sur ces épaves qu'elles vont considérer finalement comme un habitat naturel, et elles vont ensuite se développer. Alors il y a quelques espèces qui arrivent au stade adulte, quelques gros poissons qui vont migrer d'un endroit à un autre, mais la plupart des animaux qui sont sur les épaves sont arrivés dessus sous forme de larves. Donc sur les épaves des Pyrénées-Orientales, on va trouver peu de gorgones violettes, alors qu'on en trouve beaucoup sur les épaves de la Côte d'Azur par exemple. Et en fait, c'est probablement lié au fait que c'est une espèce, la gorgone violette, la Paramuricea clavata, qui en fait n'est pas très présente chez nous. Il y a quelques populations qui sont connues. Les endroits où elle est présente, leur habitat sur les épaves, c'est pour ça aussi qu'on n'en trouve pas. Donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gorgones rouges, de gorgones violettes sur les épaves, ça semble correspondre finalement, c'est le reflet un petit peu de ce qu'on a dans la zone en termes de population de ces espèces. Probablement parce que les conditions du milieu dans cette partie du golfe du Lion ne sont pas forcément hyper adéquates pour que ces espèces se développent, ou en tout cas pas aussi bien qu'elles se développent du côté de Marseille ou du côté de la Côte d'Azur. Les épaves constituent toujours de véritables oasis de vie pour la faune et la flore sous-marine. La Lys Robert présente en plus la particularité de contenir plusieurs munitions sur son pont et des grenades sous-marines au bas de la cassure arrière. Le GPD, groupe des plongeurs démineurs de la Marine nationale, vient régulièrement sur l'épave pour enlever ces explosifs dangereux que les plongeurs peuvent observer, mais surtout ne pas toucher. Mais les munitions ne sont pas le seul danger de l'épave. Les filets accrochés aux superstructures constituent de véritables pièges à plongeurs. Ces toiles d'araignées redoutables peuvent aussi capturer inutilement la faune présente sur l'épave.
Donc la problématique des filets sur les épaves, c'est d'une part l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore qui s'est développée sur ces épaves. L'impact en termes de sécurité pour les plongeurs fait partie des critères dans le cadre d'une grille que l'on utilise. Et en fonction de ces différents aspects-là, on prend la décision ou non de retirer le filet. Et donc du coup, on se pose la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux retirer le filet ou est-ce qu'il faut le laisser parce qu'il est trop colonisé, il y a des espèces qui ont poussé dessus. Quand il ne s'agit que de petites algues, c'est pas trop problématique, mais s'il y a des gorgones ou des espèces, d'autres espèces, on peut se poser la question de l'intérêt de retirer le filet. Donc dans le parc, on retrouve essentiellement des filets dits de petits métiers. On retrouve très peu de filets de chalutiers, qui est à l'image de la pratique de la pêche dans le parc, où l'essentiel de la pêche est réalisé par des pêcheurs petits métiers. Si les épaves sont un lieu propice à la faune et à la flore, elles constituent aussi la mémoire maritime d'une région et un patrimoine culturel incontournable à la compréhension de l'histoire. Le parc a un patrimoine culturel maritime extrêmement important, qui sont les épaves antiques, notamment une épave qui a été sortie de l'eau. Ça a été quand même la 3e épave sortie de l'eau après le Vasa et l'épave punique de Marsala. Donc la 3e au monde sortie de l'eau. Et cette épave, elle a été baptisée Port Vendréen, puisque bien sûr, épave romaine, on ne connaissait pas son nom. Les épaves contemporaines nous amènent aussi des informations précieuses sur ce qu'est devenu à un moment donné notre territoire soumis à la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, au début, n'était noble, n'était à connaître que ce qu'était de l'archéologie antique, de l'archéologie des vieilles amphores, des choses étrusques, grecques, romaines. Et puis, à notre initiative, il faut le dire, on est passé insensiblement à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque contemporaine ensuite. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'appliquer aux ferrailles, aux bateaux à vapeur, aux bateaux en fer, les principes de l'archéologie sous-marine que nous pratiquions dans l'Antiquité. La plongée sur une épave suscite toujours une intense émotion, car cette rencontre avec la nature qui a repris ses droits se conjugue avec une immersion dans l'histoire des hommes et de leurs tourments. Lorsque l'on arrive sur cette épave, on ressent une vive émotion parce qu'on sait qu'il y a toute une histoire derrière avec des jeunes marins disparus ou morts. Au fur et à mesure de l'exploration, on observe les différents lieux de vie, notamment on peut observer la cuisine avec le mobilier qui est encore présent. On peut imaginer la préparation des repas des marins. En continuant cette exploration, on a encore la baignoire, les toilettes. À proximité de la cuisine, on peut notamment observer un hublot par lequel on a la possibilité de voir en fait, le reste de l'épave et notamment les claire-voies. À l'arrière du château, on peut observer le canon à double fût qui est magnifiquement dressé. Ensuite, on va arriver sur le canon simple qui est identique à celui de l'avant.
En contrebas du canon arrière, on peut observer la cassure de l'épave qui va témoigner de la violence de l'impact, de la torpille. Le château, qui maintenant est effondré, hein, on l'a connu il y a quelques années, encore bien dressé. C'est vrai qu'avec le temps, l'épave petit à petit, enfin en tout cas des morceaux d'épave disparaissent. À l'issue du montage de ce documentaire en janvier 2020, la tempête Gloria a provoqué l'effondrement du magnifique mât de l'Alice Robert. Des vagues d'une hauteur de plus de 10 mètres ont eu raison de ce dernier vestige dressé vers la surface depuis 76 années. C'était le dernier mât debout des épaves de guerre du littoral français. Chalutier, cargo, croiseur ou paquebot, un navire a sombré, soufflant une grande bouffée d'air. Il a tournoyé lentement, il s'est couché sur le fond, soulevant un nuage de sable, effrayé par son nouveau destin. Bientôt, la rouille s'est emparée du fer, soulevant les peintures, courant le long des tôles comme un frisson sous la peau. Mais le sel ronge toujours. La carcasse cède. Un jour, elle s'ouvrira lentement, comme bâille une huître. Les ponts se poseront sur le fond de la mer, les algues cicatriseront ses dernières blessures.